Et après plusieurs années de recherche, j'en suis venue à demander systématiquement aux patients à mettre du sens sur ce qui leur arrivait lors de pathologies graves ou de maladies auto-immunes. Et cela a conduit très souvent à remonter à des violences sexuelles, et c'est un peu comme ça, finalement, je suis entrée dans le sujet. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de l'analyse de 100 dossiers que j'ai réalisés spécialement pour les assises. Ce sont 100 patients qui ont été vus en 2013, hommes et femmes, comme vous pouvez le voir, et qui ont consulté tous par rapport à de la somatisation ou du suivi de somatisation, sauf une douzaine de personnes qui sont venues spécifiquement pour entrer dans un protocole de réparation. Mais donc ça, ce sont des données qui sont soumises à toutes les critiques méthodologiques possibles et imaginables. Nous sommes, avec Jean-Louis Thomas, des personnes qui avons conduit beaucoup d'études cliniques, et on connaît le caractère indispensable d'une méthodologie rigoureuse. C'est pour ça que déjà il interpellait tout à l'heure sur les problèmes méthodologiques. Et ce que je vais vous montrer est tout sauf méthodologique. Tout simplement, une bonne étude méthodologique, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est de prendre deux cohortes de population qu'on considère comme comparables, et une cohorte va être soumise à quelque chose. Ça peut être par exemple tester un médicament, et en l'occurrence, pour des violences sexuelles, il faudrait, pour avoir l'étude méthodologique parfaite, prendre une cohorte, la soumettre à des violences sexuelles, et puis comparer ce qui se passe sur le court, moyen, long terme, ce qui, bien sûr, éthiquement, n'est pas recevable. Donc, il ne peut pas y avoir d'étude méthodologique parfaite, quasiment, sur le sujet des violences sexuelles. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va être juste un petit peu pour vous interpeller, et puis surtout, comme on l'a dit, les médecins sont responsables de beaucoup de silence. Et donc, ça va être entre autres pour interpeller les médecins et les personnels de santé qui sont ici, pour effectivement aller plutôt faire du dépistage actif par rapport aux violences sexuelles. Donc, il s'agit de patients, comme vous avez pu le voir sur la diapositive précédente, d'une quarantaine d'années de manière générale. Donc là, vous voyez que ce sont des personnes qui arrivent tard dans les parcours. Et la conscientisation des agressions est arrivée pour la plupart au-delà des délais de prescription. Donc on a une magistrate absolument fabuleuse qui s'appelle Charlotte Emerninger, qui travaille avec nous dans les groupes, et on a un groupe juridique et judiciaire dont certaines personnes sont ici, et bien entendu on les challenge un maximum par rapport à ces délais de prescription. On en reparlera tout à l'heure. Ce que vous voyez sur cette diapositive dans cette série, c'est que la conscientisation donc, est arrivée au-delà des délais de prescription, très souvent, mais qu'en plus, pour parler, ça prend encore plus de temps par rapport à la conscientisation. Dans cette série de patients, les traumatismes, vous les avez ici figurés. Donc j'insiste, hommes et femmes. Alors bien sûr, il y a plus de femmes dans cette série parce que je suis endocrinologue, je vois des hommes et des femmes, mais je suis aussi gynécologue, donc il y a un biais puisqu'il y a beaucoup plus de femmes. Et vous voyez ici que la plupart des personnes ont des traumatismes répétés. Ça, c'est très important. C'est extrêmement rare, finalement, d'être victime d'une seule agression. Et il y a beaucoup de traumatismes répétés. Dans cette série de 100 personnes, voilà la répartition entre les violences vécues intrafamiliales, extrafamiliales, intra et extra. Donc, comme vous le voyez, toujours dans notre pays, on a énormément d'agressions intrafamiliales ou périfamiliales. Vous allez voir tout à l'heure les profils d'agresseurs sur cette série. Et je rebondis encore sur le témoignage, le film de Salomine Messiot, parce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que dans tous les pays qui ne font pas de prévention, on est exactement dans les mêmes statistiques, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Amérique, qu'on soit en France. On est toujours dans ces statistiques avec énormément. En France, ça paraît, on parle trop peu d'inceste, sauf les personnes qui sont vraiment engagées et qui travaillent dans les associations ici. Mais beaucoup de personnes ignorent encore tout ce qui se passe en intrafamilial. Dans la série que je vous présente, voilà le profil des agresseurs. Donc je vous laisse les découvrir. La chose extrêmement importante, j'en reparle encore, et pendant la pause, on en reparlait avec Salomine aussi, le rôle des mères. Le rôle des mères qui doivent protéger et le rôle des mères qui sont agresseurs aussi. Il y a beaucoup de on n'en parle pas assez, des violences faites par les femmes. Donc aujourd'hui,
Si vous pouviez retenir que les hommes et les femmes sont agressés de façon quasi identique et qu'il y a aussi beaucoup de femmes agresseurs, ce serait super. Et vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de victimes qui ont été victimes d'agresseurs mineurs. Et donc, vraiment, ne ratez pas l'intervention de Marie-Laure Gamet tout à l'heure. Les pathologies exprimées, donc venues au cabinet, bien entendu. Donc, il y a beaucoup d'endocrinologie, c'est normal. Hein, on est typiquement sur un biais de recrutement. Mais vous allez voir un petit peu qu'il n'y a pas que des pathologies endocriniennes, puisque je reprends systématiquement les antécédents médicaux, comme tout médecin fait. Et vous voyez qu'on retrouve ce que disait Jean-Louis Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pathologies. Et Hélène nous a interpellés tout à l'heure en disant les médecins, vous n'entendez pas, il y a plein de... C'est l'escalade. Et effectivement, quand on regarde les dossiers, des personnes de 40 ans, normalement, ne doivent pas être malades. Et là, sur des cohortes de personnes qui ont une quarantaine d'années, on a énormément de pathologies dans les dossiers. Et finalement, les médecins ne sont pas intervenus. On retrouve des cancers, bien entendu, comme le disait Jean-Louis Thomas tout à l'heure, des infections à répétition. Enfin, vous voyez, je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. Si vous voulez reconsulter les statistiques, vous pourrez le refaire sur les diapositives. Mais en tout cas, des parcours de santé dans l'ensemble extrêmement complexes, comme a pu aussi l'expliquer Emmanuel tout à l'heure. Si on regarde les antécédents obstétricaux, donc merci à Joël Jean-Sémarec d'être là dans la salle, parce qu'on va travailler beaucoup en gynéco-obstétrique. Il y a des gens de l'hôpital franco-britannique ici, où on a effectivement des médecins qui sont conscients que les grossesses ne sont pas simples pour les personnes victimes de violences sexuelles. Et là, dans cette série, vous voyez que dans 80% des cas, les patientes victimes de violences sexuelles ont eu des grossesses compliquées. Je reviens sur le parcours psychiatrique. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on se rend compte que près de 80% des personnes ont été traitées par antidépresseurs, ça veut dire qu'elles sont passées dans les mains des médecins ou des psychiatres, qu'elles ont même été suivies directement par des psychiatres ou des psychothérapeutes, ça veut dire que la médecine, effectivement, a failli vraiment pour poser le diagnostic et surtout pour aider les personnes à entrer en réparation. Donc on en reparlera tout à l'heure. Et là, c'est pour mettre le pavé dans la mare du groupe juridique et judiciaire et des législateurs à qui on met beaucoup de pression. Le parcours judiciaire des 100 personnes dont je viens de vous parler. Seulement 4 femmes ont entamé une procédure judiciaire contre leur agresseur. 2 dossiers ont été rejetés, un dossier classé sans suite. Une patiente a arrêté la procédure parce qu'elle était insupportable. Donc, sur ces 100 patients, il y a déjà tous ceux qui étaient au-delà des délais de prescription qui n'ont pas pu porter plainte. Il n'y a aucun agresseur qui n'a été condamné ni mis en obligation de soins, donc qui continue potentiellement toujours d'agir. Et je signale aussi que 4 personnes m'ont signalé avoir été elles-mêmes auteurs, alors qu'elles étaient mineures, elles ont été auteurs d'agressions sexuelles. C'est sans doute sous-estimé, mais c'est déjà 4 personnes qui ont eu la possibilité de s'en ouvrir avec moi. Donc, je vais juste finir ce petit topo pour rappeler l'importance de l'ouverture de la parole. Merci aux personnes de l'Assemblée qui ont témoigné. Il y en a d'autres aussi qui sont dans la salle aujourd'hui et qui pourront échanger avec vous. Je signale l'association Colosse au pied d'argile qui est ici. Vous pouvez peut-être vous lever les mains. Voilà. Merci à vous qui viennent du Sud-Ouest. Je rappelle qu'il y a plein de gens qui viennent de la France entière aujourd'hui et qui peuvent témoigner et qui ont aussi monté une association en prévention. Donc l'idée aujourd'hui, c'est aussi de tous se faire connaître les uns les autres. Les médecins, donc, au même titre qu'on pose la question, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez de l'alcool ? Surtout poser ces 3 questions. Avez-vous vécu dans votre vie des violences physiques, morales, sexuelles ? Il n'y aura pas toujours une réponse oui, mais en fait, vous aurez ouvert la parole et quand on le fait, on s'aperçoit que les personnes peuvent revenir vers vous beaucoup plus tard et vous dire « Ah bah finalement, vous m'aviez posé cette question et effectivement, j'ai oublié de vous dire que c'est souvent comme ça que ça se passe. » Alors, je voulais revenir donc sur cette ampleur des dégâts.
Et effectivement, comme m'a dit Madame Pio, il y a beaucoup de gens qui travaillent, hein, il y a beaucoup d'associations. Vous êtes même vous représentant pour beaucoup ici d'associations. Malheureusement, comme je l'ai dit, depuis le XVIIIe siècle, on n'a pas l'impression qu'on est dans un mouvement d'éradication. Salomine disait au Cameroun, ça continue de s'étendre. En France, ça continue de s'étendre. Il y a énormément de dégâts faits chez les jeunes aujourd'hui. Johanna Dagorn, qui nous a rejoint, qui vient spécialement de Bordeaux, va nous en parler tout à l'heure. Dans l'éducation nationale, par exemple, il y a énormément de dégâts. Il y a des dégâts avec les nouveaux médias, avec Internet, etc. Donc en fait, on n'est pas du tout, même s'il y a beaucoup de gens qui agissent, on n'est pas du tout dans une évolution positive. Donc on a réfléchi finalement à essayer de trouver une stratégie. Et en posant les bons mots, finalement, on s'aperçoit que l'ampleur des dégâts en termes quantitatifs, elle est si colossale qu'on peut mettre un mot médical qui est une épidémie. Et sur le plan qualitatif, pour les dégâts que ça réalise chez les personnes, on peut mettre le mot épidémie de type viral. Les dégâts, ils sont colossaux. Un virus, en fait, c'est une analogie hein, pour poser une stratégie. Un virus n'a pas tout le matériel génétique pour se reproduire. Il a soit de l'ADN, soit de l'ARN. Donc, il vient nous infecter et il vient nous infecter au cœur de nos noyaux cellulaires pour aller chercher le brin d'ADN ou d'ARN qui lui manque. C'est pour ça que les virus font des dégâts aussi colossaux, parce qu'ils vont au cœur de notre être humain. Et ça réalise les violences sexuelles tellement de destruction, ça réalise la destruction de l'âme. Sur le plan juridique, un viol est quand même, on dit que c'est un crime, mais beaucoup de gens n'en meurent pas, mais restent quand même des morts vivants quand on n'a pas fait de travail de réparation. Donc c'est en posant cette analogie, en se disant c'est une épidémie de type viral qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on peut mettre comme réponse ? Et la réponse sur une épidémie de type viral, finalement, c'est de mettre en place une stratégie vaccinale. Donc un petit peu le regard qu'on veut modifier, ou qu'on veut, enfin, la stratégie qu'on va mettre en place, c'est une stratégie finalement de santé publique, c'est remettre, vraiment essayer d'apporter un nouveau regard pour éradiquer. Parce que quand on met en place une stratégie vaccinale, le but c'est l'éradication, c'est pas la lutte. On ne veut pas continuer à entériner des dégâts, même s'il y a plein d'associations qui font plein de bon travail pour aider les victimes. Non, on veut vraiment aller éradiquer. Donc ce modèle, cette modélisation permet aussi de comprendre, quand on est infecté par un virus, qu'on peut redevenir soi-même contagieux. Et ce modèle prend en compte justement, Madame, vous disiez tout à l'heure, les victimes qui elles-mêmes vont devenir des auteurs. Alors une stratégie d'éradication en vaccinale, c'est de décréter à un temps zéro qu'on va vacciner toute une cohorte de population avec un vaccin. Et en amont, en général, il y a un certain temps de travail, d'information et de prévention à faire. Donc c'est ce que l'on propose de faire sur 5 ans et un temps T0 qu'on a décidé qui serait en 2019. L'idée est donc d'avoir fait tout un travail de prévention d'information et à ce temps T0 de dire absence de différence entre attouchement et viol, parce que souvent on s'aperçoit que ça fait les mêmes dégâts. Absence de délai de prescription, c'est extrêmement important parce que donner des délais de prescription, ça donne une autorisation finalement aux agresseurs de pouvoir agir. Et puis surtout, les personnes qui posent une prescription n'ont pas réalisé que poser la prescription, ça donnait aussi aux agresseurs la possibilité de continuer d'agir en permanence. Alors, mettre en place une stratégie très forte, ça nécessite aussi des protocoles de soins efficaces. Et Nathalie Regensberg nous donnera un petit peu des informations sur le sujet, parce qu'effectivement, ça a été souligné, il y a des médecins qui cherchent et qui dépistent. Mais après, so what ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où sont les personnes sur lesquelles on peut s'appuyer, les réseaux sur lesquels on peut s'appuyer ? Et dans notre pays, c'est beaucoup trop faible aujourd'hui. Donc mettre en œuvre cette stratégie, c'est un plan d'action sur 5 ans
Nous sommes aujourd'hui sur les premières assises nationales. Il y a un groupe de travail qui a commencé à travailler ici, même au sein du Sénat, le 11 mars. Et nous allons piloter le projet avec des assises nationales annuelles donc vous êtes sur les premières. Et on espère que tout va bien avancer. On a mis en place ce rétro-planning parce que, bien entendu, il y a beaucoup de choses bonnes qui se font dans le pays. Simplement, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, il y a des magistrats qui agissent dans leur coin, il y a des gens de l'enseignement, Martine Carne qui parle, qui agissent dans leur coin, mais on a un gros problème de transversalité. Donc déjà, il y a un état des lieux à faire un petit peu de ce qui existe et à faire savoir ce qui existe. Il y a un état des lieux de la prévention à faire parce qu'il y a énormément de travail qui n'est pas fait en prévention dans notre pays. On travaille aujourd'hui avec des équipes canadiennes qui sont très très fortes en prévention. Je salue d'ailleurs la présence aussi d'une franco-canadienne qui est avec nous aujourd'hui. Et on a, grâce à Johanna Dagorn, aussi des gens du ministère canadien qui sont venus voir ce qu'on faisait parce qu'ils sont très bons en prévention, mais ils sont très intéressés par la stratégie. Il y a toute une mise en œuvre juridique et législative qui est à mettre en place. Et là, il y a un gros travail. Et bien entendu, c'est là où ça laisse beaucoup d'espoir. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'informations et de formations tout simplement à faire, d'informations et de formations. Alors, on parle prévention. La prévention, on va la détailler dans l'après-midi, mais vu tout ce qu'on vous a bien repositionné, c'est avant tout un problème d'enfance, les violences sexuelles, parce qu'on s'aperçoit que les personnes adultes, finalement, quand on les interroge, qu'elles viennent avec la connaissance d'une agression à l'âge adulte, très souvent, elles ont déjà été fragilisées dans l'enfance. Donc l'important, c'est vraiment de travailler sur l'enfance et sur toute la chaîne de l'enfance. Et en rouge, vous avez la maternité, parce que finalement, les maternités, les PMI, on va en reparler, il y a des gens des PMI aussi, merci d'être ici. Il y a un énorme travail à faire et les législateurs, on va se retourner encore vers vous parce qu'on a besoin d'argent pour faire toute cette prévention. Si on dépensait moins en coûts de santé, on a beaucoup besoin d'avoir des actions de prévention mises en place. Et on pense que si on agit à tous les stades, maternité, famille, système de garde, maternelle, primaire, collège, lycée, plus toutes les activités parallèles, dont le monde du sport en particulier, mais je répète encore que le monde du sport, on en parlera cet après-midi, a vraiment commencé à agir de façon active, puisqu'il y a des formations à tous les niveaux. On devrait améliorer les choses. Et quant aux adultes, donc Madame Pio, vous allez être, c'est cette diapositive à laquelle je faisais allusion. On considère que si les enfants ont été bien protégés pendant toute la chaîne, ils vont savoir bien se protéger à l'âge adulte. En revanche, il y a un gros travail de protection à faire par rapport aux adultes fragilisés. Donc, pour porter ce projet de santé publique, on a créé cette association Stop aux violences sexuelles, qui est une association, donc loi 1901, qui regroupe plus d'une centaine de personnes bénévoles qui travaillent aujourd'hui. Il y a 13 groupes de travail multidisciplinaires. Pendant la pause, il y avait le passage un petit peu des résumés du travail des groupes, qui finalement ont beaucoup avancé, plus que ce qu'on ne pensait. Donc là aussi, vous êtes invités, si vous voulez, à rejoindre certains groupes, témoins, médecins, thérapeutes, enseignement, sport, maillage terrain, etc. Il y a même un groupe art, il y a beaucoup de choses, voilà, le groupe presse et tout. Et ces groupes travaillent à la fois pour essayer de faire avancer la stratégie dans leur logique de groupe, mais surtout la richesse du projet, c'est qu'on travaille en transversal. Donc chaque groupe se balade dans les différents groupes. Et Charlotte nous en dira par exemple un exemple tout à l'heure de la richesse de ces échanges. Et sur 2014, ce qui va être important, c'est de commencer le maillage terrain pour être actif. Donc c'est en région, on a déjà des régions qui se sont signalées comme voulant être extrêmement actives pour vacciner et travailler. Et à la fin de cette séance aujourd'hui, j'espère qu'on aura un maillage terrain encore plus élargi. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention.